Dans la précédente émission, j'ai abordé la question de l'état de nature. Une société sans état serait-elle viable? C'était le premier chapitre du manuel de Jonathan Wolff, An Introduction to Political Philosophy, une introduction à la philosophie politique qui est assez répandue dans le monde anglo-saxon. Je vais maintenant aborder le deuxième chapitre sur la justification de l'État. Qu'est-ce qui légitime l'État? Avons-nous un devoir moral d'obéir à l'État? C'est une question qui m'intéresse tout particulièrement parce que c'est cette question qui m'a amené à devenir de plus en plus sceptique sur la philosophie politique. L'État existe, ça c'est un fait. Il peut même être un instrument social utile parfois, mais je trouve que toutes les tentatives de justifier sa légitimité et son autorité sont plutôt faibles. Donc je vais résumer le propos de Jonathan Wolff. Il examine 3 tentatives de justifier l'État, la théorie du contrat social, l'utilitarisme et le principe d'équité. Et enfin, je ferai quelques remarques personnelles en guise de conclusion. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de soutenir la chaîne sur Tipeee. C'est grâce à votre soutien que la chaîne peut continuer de progresser. On a vu dans le précédent chapitre que l'existence d'un État était préférable à l'état de nature, parce que l'État, lui, il garantit nos droits. Mais on peut vouloir aller plus loin. Non seulement l'existence d'un État est préférable, mais il repose aussi sur une justification morale. Par conséquent, nous avons un devoir moral de lui obéir. Le problème, c'est que nous sommes naturellement libres. Personne ne peut comme cela inventer une loi pour nous l'imposer ensuite. Mais pourtant, nous devons obéir à la loi que prescrit l'État. Alors, qu'est-ce qui justifie l'autorité de l'État ? En affirmant l'autorité de l'État et l'obéissance à la loi, on n'affirme pas simplement qu'on doit agir légalement parce qu'on est d'accord ou parce que la loi est juste. Mais on doit obéir à la loi parce que c'est la loi, même si celle-ci nous semble injuste, excepté évidemment dans les cas les plus graves. Il y a une obligation universelle d'obéissance à la loi, dans la mesure où elle s'applique à absolument tout le monde. Mais qu'est-ce qui légitime une telle autorité ? Selon la théorie du contrat social, défendue notamment par John Locke, c'est le consentement de tous les citoyens qui justifie l'État. Mais en quoi consiste ce fameux consentement? Selon la théorie de l'obligation volontaire, une autorité est légitime si on y consent par un acte volontaire. Chacun accorde son autorité à l'État via un contrat social. Mais en quoi consiste ce contrat social? Il paraît improbable que ce soit un événement historique, nous n'en avons aucune preuve. Et même si cet événement avait eu lieu, il ne concernerait que ceux qui l'ont contracté et non les citoyens d'aujourd'hui. Nous, personne ne nous a demandé notre consentement. Alors peut-être s'agit-il d'un consentement moins évident et explicite qu'un contrat que l'on signe. Le vote, par exemple, pourrait signifier notre adhésion au système démocratique. Sauf qu'on peut aussi voter contre le système, de même qu'on peut s'abstenir. Selon la théorie du consentement tacite, défendue notamment par John Locke, en vivant dans un État, en bénéficiant de sa protection ou de ses services, nous lui donnons notre consentement tacite. On suppose probablement que celui qui refuse l'État pourrait partir. Mais Hume a réfuté cette idée. On n'a pas choisi de vivre dans un pays, et on ne peut pas librement émigrer. Selon la théorie du consentement hypothétique, notre consentement est bien réel, mais inconscient. Nous n'avons pas l'occasion de réfléchir à notre adhésion à l'État. Mais si on se plaçait dans l'hypothèse de l'état de nature, alors on réaliserait que nous voulons l'État, de telle sorte que notre consentement est bien réel, bien qu'il soit inconscient. Néanmoins, ce genre de consentement n'a qu'une très faible valeur dans les autres contextes moraux et juridiques. De plus, une personne pourrait faire ce raisonnement hypothétique et conclure au contraire au refus de l'État, comme c'est le cas par exemple des anarchistes. Les théories du contrat social reposent sur le consentement. Mais pour que l'autorité de l'État soit universelle, il faut le consentement de toutes les personnes. Si une personne ne consent pas à l'État, son autorité sur elle est illégitime. C'est là l'argument le plus fort en faveur de l'anarchisme. Si la justification de l'État repose sur le consentement, l'absence de consentement justifie son rejet. De ce point de vue, la désobéissance des anarchistes à l'État est tout à fait légitime. Néanmoins, l'anarchisme n'est pas une option viable, toujours selon Jonathan Wolff, bien entendu. Car sans loi commune, chacun obéirait à ses propres valeurs morales. Si quelqu'un rejette la redistribution ou l'héritage, il pourra s'estimer en droit de refuser de contribuer à la solidarité ou de s'approprier des biens hérités car, estime-t-il, illégitimes.
C'est pour cette raison que Locke estime que l'État est nécessaire. Nous avons besoin d'une loi commune. Selon l'utilitarisme, défendu notamment par Jeremy Bentham, on doit agir en vue de maximiser le bonheur. Au niveau politique, l'État et les lois sont légitimes si leur existence produit plus de bonheur dans la société que leur inexistence. Tant que notre obéissance apporte plus de bonheur social que notre résistance, nous devons obéir à l'État. Une première objection contre l'utilitarisme, c'est la difficulté à quantifier le bonheur. Il faut pouvoir quantifier le bonheur pour comparer les conséquences d'actions possibles. Or, il n'existe pas de méthode pour le faire. Il paraît même presque absurde de dire que Jean est 2 fois plus heureux que Pierre alors qu'il l'était 3 fois plus hier. On peut bien sûr intuitivement penser qu'une personne est plus heureuse qu'une autre ou qu'on préfère une chose à une autre, mais il n'existe pas de méthode de quantification. Une deuxième objection retourne l'utilitarisme contre le respect de la loi. Si le but est d'augmenter le bonheur total, alors, si en violant la loi un individu accroît son bonheur sans atteindre celui d'autrui, il doit violer la loi. Les utilitaristes chercheront évidemment à éviter cette conséquence. Ils expliqueront que si chacun raisonne en utilitariste, alors tout le monde volera son voisin tant que son bonheur augmente plus que le malheur de son voisin, ce qui amènera à un chaos social. Il faut donc adopter un utilitarisme indirect, où chacun ne raisonne plus en privé en utilitariste, mais obéit à des lois universelles afin de maximiser le bonheur social. Une troisième et dernière objection est celle du bouc émissaire. Selon cette objection, l'utilitarisme permet de sacrifier des innocents si cela accroît le bonheur général. Alors bien sûr, un utilitariste peut chercher à éviter le problème en adoptant l'utilitarisme indirect. C'est très simple, si nous vivons dans une telle société, tout le monde craindra d'être la prochaine victime. Mais l'objection peut être renforcée, en ajoutant que ces sacrifices peuvent rester secrets, de telle sorte que la population l'ignore. De plus, quand bien même les utilitaristes finiraient par conclure que le sacrifice d'innocence est mal, ils le feraient pour de mauvaises raisons, tout simplement parce que cela n'accroît pas le bonheur général. Or, cela devrait être interdit indépendamment de ses conséquences. L'utilitarisme échoue donc également à offrir une justification morale crédible à l'État. Selon le principe d'équité, défendu notamment par Herbert Hart, les avantages et les services de l'État obligent ceux qui en bénéficient. La question n'est pas d'y consentir, mais de bénéficier d'un service. Selon le principe d'équité, il serait injuste de bénéficier d'un système sans y assumer sa part de contribution. L'État nous offre la sécurité et une vie sociale régulée. Nous devons obéir à la loi et payer nos impôts. On peut se demander si tout le monde profite bien de l'État. Si l'état de nature est jugé négativement, cela semble être le cas. Mais Hume présente un argument qui a l'intérêt de prétendre que nous bénéficions tous de l'état, même contre notre consentement. Selon Hume, nous avons intérêt à vivre dans une société qui est régulée par des lois. Mais l'homme n'est pas rationnel et il tend à préférer son intérêt immédiat plutôt que le long terme. Il est donc tenté de violer la loi dans l'immédiat parce que cela lui est profitable à court terme. À long terme, cela signifie l'effondrement de la société. Pour que l'obéissance à la loi soit dans son intérêt à court terme, l'État doit le menacer de sanctions. Ainsi, l'État oblige les hommes à suivre leur intérêt par la menace, pour suppléer la faiblesse de leur raison. On bénéficie donc de l'État, même contre son propre consentement. Mais le principe d'équité va plus loin, puisqu'il affirme que ce bénéfice implique des obligations. Est-il vrai qu'on doive contribuer à un système dont on bénéficie ? Pour Nozick, ce n'est clairement pas le cas. Si on nous fournit un avantage sans nous demander notre avis, qu'il nous plaise ou non, on n'a pas le devoir d'y contribuer. Il serait injuste qu'on puisse nous imposer des biens, peut-être même indésirables, pour ensuite exiger une contribution de notre part. Personnellement, je pense que l'analogie de la vente forcée est une bonne illustration de l'objection de Nozick. Si on corrige le principe d'équité pour que seuls les avantages acceptés impliquent un devoir de contribution, alors on retombe dans le même problème qu'avec le volontarisme. Certaines personnes n'accepteront pas les avantages de l'État et n'auront donc aucune obligation. D'autres chercheront peut-être à frauder en déclarant ne pas accepter les avantages tout en profitant. C'est le fameux problème du passager clandestin. Le principe d'équité ne permet donc pas non plus de fonder l'obligation politique universelle.
Au final, toutes les défenses de l'obligation politique universelle s'avèrent insuffisantes. Néanmoins, elles suffisent pour la plupart des personnes qui consentent à l'État ou qui acceptent ses services. Ce n'est donc que pour quelques irréductibles anarchistes qu'on ne parvient pas à justifier les obligations politiques. Dans la pratique, un État n'acceptera pas des individus sans obligation politique. Cela serait trop difficile à gérer. On pourrait imaginer des individus avec un statut semblable à celui des diplomates, des religieux ou des gens du voyage, qui échappent à certaines obligations. Mais cela reste des statuts qui sont exceptionnels et qui sont limités. La loi est la même pour tous, même si elle est illégitime dans certains cas, comme lorsqu'elle s'impose aux anarchistes. Et de fait, même en agissant de façon illégitime, l'État reçoit l'approbation de la majorité. En guise de conclusion, je me permets de faire 4 petites remarques personnelles. Premièrement, il n'est pas nécessaire que l'État ait une justification morale pour exister. L'État peut exister et remplir les mêmes fonctions sans être moralement légitime. Même si les citoyens n'ont pas l'obligation morale d'obéir à l'État, ils y obéiront quand même la plupart du temps, soit parce qu'ils estiment une loi particulière juste, soit par crainte d'une sanction, soit par accoutumance. Au fond, la question de la légitimité de l'État a peu d'implications pratiques. Deuxièmement, Jonathan Wolff développe très peu la question de l'anarchisme. Il semble se limiter à dire que l'anarchisme implique l'absence de loi commune et que ce n'est pas une option désirable. J'avoue ne pas être convaincu par cette implication. On peut très bien concevoir une société anarchiste composée d'une multitude de communautés ayant leur propre loi, chaque individu étant libre de rejoindre la communauté qui lui correspond. Je connais mal la question, mais il est dommage que Jonathan Wolff élude rapidement l'anarchisme alors qu'il s'agit de la principale opposition à la légitimité de l'État. Troisièmement, Jonathan Wolff admet l'impossibilité de justifier l'obligation universelle d'obéir à l'État. Mais il conclut que l'État ne peut pas faire autrement, et qu'il est de toute façon soutenu par la majorité de la population. Alors, je ne suis pas complètement certain que l'État ne puisse pas faire autrement, on pourrait concevoir des réserves anarchistes, pourquoi pas. Et je ne vois pas non plus en quoi le fait que la majorité de la population approuve quelque chose aurait des implications morales sur les minorités. Mais c'est peut-être une façon, évidemment, après, d'ouvrir sur le chapitre suivant qui concerne la démocratie. J'avoue que je me serais attendu à ce que les difficultés à légitimer l'État conduisent à souhaiter moralement sa limitation. Mais ici, on a plutôt l'impression d'un saut en sens inverse. On n'arrive pas à justifier l'obligation universelle d'obéir à l'État, mais c'est pas grave, on va forcer le passage. Quatrièmement, je trouve la réflexion sur le consentement assez intéressante en cette période où on insiste sur l'importance du consentement dans le couple et dans les rapports sexuels. Si les utilitaristes, les partisans du principe d'équité relativisent autant le consentement, en conclut-il que le consentement n'est pas non plus nécessaire dans le couple? Sinon, quelle différence fondamentale y a-t-il entre le couple et l'État qui ferait que le consentement est nécessaire dans un cas et pas dans l'autre? J'ai pas réfléchi à la question, mais c'est une piste de réflexion. En philosophie de la religion, dans le même sens que le principe d'équité, on pourrait argumenter que le fait que l'existence dépende de Dieu crée une obligation à son égard. Mais une personne pourrait aussi répondre qu'elle n'a pas demandé à exister et qu'elle se serait bien passée de l'existence. Pour ce qui est du consentement tacite, où l'argument sous-jacent est que ceux qui rejettent l'État pourraient partir, je trouve qu'il y a une comparaison possible, intéressante, avec les femmes battues, qui se voient reprocher de ne pas quitter leur conjoint violent. Concernant le consentement hypothétique, il me fait penser aux chrétiens anonymes de Karl Rahner, qui ont foi en Dieu mais sans le savoir. La foi religieuse, d'une manière générale, est une forme de consentement à Dieu. La question du consentement, c'est une question que j'aimerais bien explorer par la suite. Ces remarques sont surtout des pistes de réflexion, ce sont des questions que j'aimerais explorer plus tard. En attendant, n'hésitez pas à me partager vos remarques et vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee. Si vous y consentez, c'est très bien. Néanmoins, je me demande si on a vraiment besoin de votre consentement. Si cette chaîne accroît le bonheur dans la société, même si ce n'était vrai que pour une seule personne, alors elle est légitime. Et comme c'est un bien qui est accessible à tous, alors toute la société doit contribuer à l'existence de cette chaîne, qu'on y consente ou pas d'ailleurs. Je crois que je vais réclamer à l'État mon dû, à savoir qu'il crée un impôt pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.